Alors d'aucuns, justement, d'aucuns craignent et ils sont nombreux, craignent une campagne de caniveau. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un risque possible qui est présent lorsque justement les candidatures ne sont pas déclarées, ce qui est tout, en tout cas ne sont pas déclarées, c'est le cas en ce moment, lorsque les programmes ne sont pas suffisamment consistants. Au fond, c'est tellement facile d'en venir à des petits règlements de compte personnels ou à la littérature de caniveau, hein, les arguments faciles de la polémique ordinaire. Les enjeux de ce scrutin sont pourtant fondamentaux. Hein. Logement, délocalisation, politique industrielle, désendettement de la France. Il y a des thèmes suffisamment forts, suffisamment engageants pour tout le monde pour qu'on évite évidemment ces facilités. Alors pour en revenir à la technique et aux nouveautés, les primaires écologistes et socialistes ont-elles affaibli ou renforcé le débat présidentiel? Je crois qu'elles l'ont renforcé parce que d'abord elles ont permis une avancée démocratique, et ça tout le monde ne peut que s'en féliciter. Voir que l'investiture au fond désormais dans la main des citoyens eux-mêmes et non pas dans les conciliabules des partis, dans les alcôves. Hein. Donc ça c'est un indéniable progrès, et d'ailleurs on s'étonne toujours quand on fait un progrès démocratique en France qu'il soit si tardif, hein, qu'il faille toujours attendre si longtemps après tant d'autres pays qui ont eu recours. Donc non, je crois que ça a vraiment renforcé le rôle de ce scrutin et permis à chacun de sentir maintenant, en tout cas chez les écologistes et les socialistes, que là il se joue quelque chose de fondamental. Alors paradoxalement, Eva Joly et François Hollande ne partent-ils pas avec un léger handicap? Ne sont-ils pas déjà trop exposés? Non, car en somme, ces pré-campagnes que furent les primaires ont permis de cadrer un propos, de nourrir des réseaux de fidèles, de sympathisants, de commencer à tester des programmes et des thèmes de campagne. Bien sûr qu'une campagne, c'est toujours un exercice physique, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de lucidité, de discernement, mais la motivation, vous savez, c'est un bon moteur. Faut-il traiter Marine Le Pen comme une candidate comme les autres? Et cette question est-elle pertinente? C'est une candidate comme les autres, puisque son parti ni elle-même ne sont pas interdits en France. Hein. Elle participe du jeu démocratique, et les Français qui votent ou s'apprêtent à voter en faveur de Marine Le Pen sont des Français comme les autres. Hein. Alors après, évidemment, on peut apprécier ou pas les thèmes, et ces thèmes, pour certains d'entre eux, sortent du cercle des idées républicaines. C'est là, effectivement, qu'il y a problème. Alors certains de vos confrères en sciences politiques prédisent une montée des extrêmes et une montée de l'abstention. Quel est votre jugement sur cette prévision? Vous savez, l'abstention renvoie à la façon dont les électeurs se sentent impliqués par un débat. Si le débat se structure, se polarise avec des questions claires posées de part et d'autre, et surtout des engagements forts, il est probable que l'abstention sera plutôt autour de 18-20, c'est-à-dire ce qu'elle était au début des années 2000, et non pas à 28%, hein, comme c'était le cas en 2002, c'est le taux maximal d'abstention pour une élection présidentielle sous la Ve République. Est-ce à dire que l'élection présidentielle échappe à l'américanisation de notre vie politique? Non, car ces tendances lourdes, au fond, ont commencé dès la fin du XIXe siècle, hein, et ce n'est pas un scrutin qui peut comme cela renverser cette donne. Alors ce que l'on appelle l'américanisation, c'est tout à la fois la présidentialisation, la personnalisation, la marketisation aussi, hein, du débat public. Le bipartisme. Voilà, le rôle de plus en plus important d'un certain nombre de facteurs comme cela qui sont à rebours de la tradition politique française. Dans un certain nombre de cas, on peut s'en réjouir. Dans d'autres, évidemment, on peut le regretter. Peut-on aller vers une nouvelle cohabitation? C'est possible, vous savez, tous les schémas sont ouverts. On peut imaginer, après tout, que des candidats autres que les deux plus importants dont on parle parviennent à se qualifier pour le second tour, auquel cas on pourrait imaginer une forme de cohabitation, par exemple, entre un Bayrou et un Hollande, un Bayrou et un Sarkozy, que sais-je encore. François Bayrou a-t-il sa chance? Oui. Plus qu'en 2007. Et il a sa chance, comme tous les candidats. Il n'y a pas de grands ou de petits candidats. Tous les candidats sont... C'est très théorique, mais regardez comment de petits candidats qu'il était il y a quelques mois, quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon ou François Bayrou lui-même, commencent à devenir des candidats comme les autres, c'est-à-dire en se rapprochant des 10%. Donc là aussi, attention à ne pas figer le débat sur la base de quelques sondages vite administrés et à peine lus. Ce qui est important, ce sont les choix des Français, et ces choix-là, c'est eux qui les ont en leurs mains. Et après 10 ans de présidence de droite, la gauche peut-elle perdre? Est-ce que vous avez un pronostic? Disons que tous les facteurs sont réunis pour que la gauche l'emporte. Les donnes
élémentaires, c'est la situation économique du pays, c'est le taux de satisfaction attaché à l'action du chef de l'État sortant, c'est bien entendu aussi la primaire socialiste qui a donné un certain nombre de dynamisme à la campagne du Parti socialiste, c'est le système d'alliance qui peut se mettre en place. Tout cela laisse penser que les chances, au moment où je vous parle, oui, bien sûr, sont pour le Parti socialiste importantes de l'emporter.